L'intitulé de ce soir s'appelle Parcours de vie et résilience. Et la résilience est un mot qui me parle un tout petit peu. J'ai 46 ans, divorcé depuis 3 ans, 4 ans, je sais plus, ça m'est égal. Et j'aime bien me définir comme un alcoolique et un drogué, en fait. Je fête cette année, je fête mes 20 ans d'abstinence cette année. Waouh, bravo. Bravo. Ah oui, oui. Quand Jelina m'a téléphoné vendredi pour me dire, ah, si tu as des photos à mettre, tu peux les passer. J'étais là, qu'est-ce que je vais mettre comme photo? Je vais pas vous raconter ce que j'ai raconté à Vanessa. Et puis aujourd'hui, en faisant le ménage dans mon ordinateur, je me suis dit, ben voilà, je sais qui je vais mettre en photo. C'est, pour ceux qui la connaissent pas, la Vierge de Guadalupe, d'Amérique latine. Ça va être un peu le fil rouge de mon histoire de vie, en fait. Je suis né en Italie, d'un père vénitien, d'une maman valaisanne, donc un bâtard dès la naissance. Les Valaisans n'étant pas suisses et les Vénitiens n'étant pas italiens, donc je suis un mélange des deux. Donc déjà avec un cadeau de la vie qui a été de trouver ma place. Je suis né d'une relation euh, conflictuelle dès le départ, où j'étais pas désiré, où mes parents se sont mariés 2 mois avant ma naissance. Abandonné auprès de ma grand-mère dès ma naissance, car ma maman ne pouvait pas s'occuper de moi. Elle était restée en Italie, elle m'a confié à ma grand-mère qui s'appelait Maya, qui est d'ailleurs décédée dans un pays que j'affectionne beaucoup, qui est le Mexique, où la Vierge est la patronne. Euh, une famille dysfonctionnelle d'alcoolisme, de, de violence, d'abus, euh, des choses horribles que je ne souhaite à personne. Et quand j'étais petit, j'aimais bien aller me réfugier dans une église, non pas pour des questions religieuses, mais parce qu'il y avait une statue dans cette église qui était une statue de la Vierge avec Jésus. Puis je me retrouve un peu comme ce soir avec des gens très âgés, je m'excuse, hein. C'était pour l'humour. Mais déjà, quand j'étais petit, c'était le cas. Et j'aimais bien lui parler, puis j'aimais bien trouver du réconfort dans cette église, et puis d'observer cette statue. Et la vie a fait que ça continuait, mais j'avais toujours cette force en moi, cette volonté d'aller de l'avant. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté la famille. Ça a été un grand soulagement. J'ai commencé mon apprentissage comme contrôleur au CFF. Pourquoi j'avais choisi cet apprentissage? Parce que quand j'étais petit, je m'étais fait engueuler par un contrôleur dans le train parce que j'avais mis les pieds sur les sièges. Et j'ai dit à un moment, bah, moi quand je serai grand aussi, je deviendrai contrôleur, et puis comme ça je pourrai engueuler les gens qui mettent les pieds sur les sièges, je crois. Et bah, j'ai commencé mon apprentissage et lors de l'entretien pour l'apprentissage, je me dit mais pourquoi vous voulez être contrôleur? Puis j'avais lu une brochure qui disait contrôleur, ambassadeur du rail. Je dis ah bah moi je vais être ambassadeur aussi. Donc j'ai été contrôleur où l'apprentissage s'est arrêté après 1 année et demie. Je me suis fait renvoyer. Pourquoi? Parce que j'avais des formateurs à l'époque qui m'apprenaient plus à boire pendant le service qu'autre chose. Donc, ce qui a conduit à des échecs durant l'apprentissage. Et puis, ma vie d'alcoolique avait déjà plus ou moins démarré à ce moment-là. J'ai commencé l'alcool, j'avais 13 ans. Et ça m'allait bien à ce moment. Donc, je dis, c'est cool comme apprentissage, on fait que picoler pendant le boulot, c'est génial. Mais voilà, c'était comme ça, hein, les cheminots à l'époque. Et ensuite, j'ai essayé les joints que j'ai consommé qu'une seule fois d'ailleurs.
jusqu'à l'âge de 27 ans. Donc de 16 jusqu'à 27 tous les jours, 3 et 10 pétards par jour, en plus de l'alcool. Euh, j'ai eu voilà un parcours très simple, mais en même temps toujours cette hargne, cette rage en étant jeune adulte. À l'âge de 27 ans, j'en avais marre de cette vie. J'ai dit, c'est pas ça la vie. Métro, boulot, dodo, et puis me bourrer la gueule tous les jours. Donc, j'ai pris une grande décision à 27 ans, c'est que j'ai tout vendu, tout ce que j'avais. J'ai tout quitté, j'ai pris ma caisse de pension. J'ai déjà vécu ma retraite, moi, une fois, avec ma caisse de pension. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti comme un voleur. J'ai averti ma maman le jour avant. Je lui ai dit, je pars. Elle me dit, comment ça, tu pars? Je dis, oui, demain, j'ai l'avion à 5h30 le matin, je pars. Mais tu vas où? J'ai dit, j'en sais rien. J'atterris au Pérou, et puis après, on verra bien, quoi. Donc, je suis arrivé au Pérou. J'ai été accueilli par des gens que je connaissais à peine. Et là-bas, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, la même chose qu'en Suisse, c'est-à-dire me bourrer la gueule tous les jours, c'est la fête, j'ai de l'argent, youpi. J'ai fait des petits voyages, puis j'ai commencé à rencontrer des gens en particulier, des chamans, etc., qui me lançaient des petits messages comme ça dans la vie. Puis, pas plus sourd que celui qui veut pas entendre, hein, comme on dit. J'ai fait aussi une belle expérience là-bas suite à l'abus d'alcool et de drogue, d'expérience de mort imminente aussi. Oui, je suis mort. Et puis, une fois que je suis arrivé là-haut, j'ai dit non, je veux pas, c'est pas le moment, j'ai encore plein de choses à vivre. Et je suis revenu, je me souviendrai toute ma vie de cette scène. Le chien qui hurlait à la mort. Je vivais chez une famille qui avait un chien qui hurlait derrière la porte. Les gens qui essayaient de défoncer la porte pour savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'ils entendaient le chien hurler. Je sais pas si vous avez déjà entendu un chien hurler à la mort, mais c'est horrible, quoi. C'est très particulier. Et je suis revenu. Bah, j'ai continué de mener la même vie que j'avais, quoi. Ça me suffisait pas. Donc vraiment à griller la vie jusqu'au bout. À l'époque, j'avais une copine qui habitait au Salvador, un petit pays d'Amérique centrale. El Salvador, ce qui veut dire le sauveur, en fait, ce pays. Et je suis parti la rejoindre. Et puis, avant ça, j'avais fait 2 mois en Colombie, un pays magnifique où là-bas, c'était alcool, joint et cocaïne tous les jours. C'est un cocktail explosif. J'ai vraiment touché le fond. J'ai été dans des quartiers que je déconseille encore aujourd'hui d'y aller, mais moi, j'y allais. Et je suis parti au Salvador et elle était pour moi ce que je considérais comme une secte. Des gens qui buvaient pas d'alcool, qui prenaient pas de drogue, et j'étais là, c'est quoi leur putain de problème avec ces substances, quoi? Je comprends pas. Et mon but, c'était de partir au plus vite de ce pays, parce que bien entendu que j'étais avec elle, je pouvais rien consommer, il y avait rien à la maison, ça m'intéressait pas. Mais j'écoutais quand même d'une oreille ce qui se disait. Et je suis parti très très vite. Mon intention était de rejoindre la Colombie, l'appel de la fête, l'appel de la drogue. J'avais vraiment envie d'y aller. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis pas parti de Suisse pour me faire chier dans ton pays. En plus, il venait d'avoir un tremblement de terre, donc le pays était complètement détruit. Et j'ai pris le bus. On m'avait donné l'adresse d'une personne au Costa Rica, parce que mon but c'était de prendre un avion depuis le Costa Rica pour aller en Colombie. Et j'ai pris le bus, c'était 24 heures de bus à peu près, j'étais très bien. Je suis arrivé au Costa Rica, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai refait la fête, bien comme il faut. Et 3 jours après, j'ai appelé cette personne en espérant qu'il ne réponde pas. Et c'est ce qui s'est passé, il n'a pas répondu, donc j'étais bien content. Malheureusement, il m'a rappelé le soir.
Et puis il me dit: «Vous êtes où?» Je dis: «Moi, je suis à l'hôtel». J'avais loué une chambre dans une pension. J'étais bien, quoi, avec ma cocaïne, mes joints, mes bières. J'étais heureux là-bas. Et il me dit: «Ah bah, ça va, je passe boire un café». Je dis: «Un café?» C'était quoi, 11 heures le soir? Je fais: «OK». Et il est venu me chercher, puis il m'a dit: «Mais combien de temps, euh, vous allez rester ici?» J'ai dit: «Ah, moi, le but, c'est de partir au plus vite, je veux retourner en Colombie». Donc, c'était prévu que j'y reste quelques jours, en fait. J'y suis resté 15 mois là-bas, pour finir. Ces gens faisaient partie de cette secte, ce que moi j'appelais cette secte, de pas d'alcool, pas de drogue. Puis j'allais à leurs réunions qui ressemblaient à des réunions d'alcooliques anonymes, en fait. Et puis je les écoutais, ces gens parler, un peu comme je suis en train de vous parler ce soir. Des jeunes qui me remerciaient parce que j'étais venu de Suisse et puis que j'étais un exemple. Et dans ma tête, c'était, mais s'ils savaient que moi, après, je vais aller me bourrer la gueule, alors j'attends plus que ce soit la fin. Et puis je les ai écoutés, ces gens, et puis je me suis dit, mais tiens, si j'essayais, si j'osais passer 24 heures sans consommer d'alcool et de drogue. Quelque chose de fou, quoi, pour moi, quoi. C'était mon train-train quotidien depuis tout le temps, en fait. Depuis ma naissance, pratiquement. Avec l'alcoolisme de mon papa. Et j'ai dit, OK. Je me souviendrai de ce soir-là. C'était en octobre 2003. J'ai dit, je vais essayer pendant 24 heures de plus consommer. Je vais voir si c'est vrai, si on peut avoir des amis sans la nécessité de consommer quoi que ce soit. Ça a été. Aujourd'hui, ça fait toujours 24 heures que j'ai arrêté, quoi. C'est de 24 heures en 24 heures, quoi. J'essaie de pas trop me foutre la pression. Je dis que ça fait 20 ans, ça me paraît, c'était hier, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai suivi ces groupes pendant quelques temps. Je sais pas si vous arrivez tous lire les groupes de psychothérapie, la ligne du docteur Ayala. Dans le monde, sommes une communauté d'hommes, femmes et adolescents recherchant la restructuration de la personnalité, laisser et prévenir l'ingestion d'alcool et de drogue, cherchant à améliorer la pensée, traitant d'établir de meilleures bases pour le futur de l'humanité, pour pouvoir arriver à une véritable communauté en accord de la nature avec une excellente relation interpersonnelle. Dieu, concède-moi sérénité pour accepter les choses que je ne peux changer, valeur pour changer celles que je peux, et sagesse pour reconnaître la différence. Ce monsieur, il est encore vivant aujourd'hui, il s'appelle Lionel Ayala. C'est lui qui avait fondé ce que j'appelais cette secte. Il a commencé il y a plus de 50 ans dans ce petit pays d'Amérique latine, le Salvador, qui était en guerre à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une guerre civile là-bas. Et il était membre des Alcooliques Anonymes. Et ça ne lui plaisait pas, le traitement qu'on donnait aux gens durant toutes ces réunions. Et à 27 ans, bah, je découvre ce personnage qui me fascinait, en fait. Tout ce qu'il me racontait me fascinait, quoi. Pour résumer, le problème, c'est pas les autres, c'est moi, c'est comment je pense, comment j'interprète les choses, quoi. Le problème, c'est pas la société, c'est pas ma femme, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est pas les politiques, c'est moi. C'est comment j'interprète les choses, comment je pense. C'était quelque chose pour moi qui me parlait. J'avais lu tellement de livres de développement personnel, beaucoup de théories. Puis là, je voyais quelqu'un qui mettait en pratique ce qu'il disait, en fait, de par l'exemple. Et c'est le seul écrit qu'on va trouver de lui. Il veut pas de vidéos, de livres, ni quoi que ce soit. Il veut pas un seul centime. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont membres de ce groupe, beaucoup en Amérique latine et en Amérique du Nord. Euh, donc, je voyageais énormément en Amérique latine pour aller l'écouter, pour aller partager. J'ai durant quelques années
aux 6-7 ans, à Vevey, j'ai aussi géré un groupe 2 fois par semaine pour aider les gens qui avaient des soucis d'alcool et de drogue. Euh, et à partir de ce moment-là où j'ai compris que j'étais mon seul maître, que j'étais mon seul guide, et que j'ai compris que si je me fais confiance, je peux aller de l'avant, je peux partager mon expérience. Donc quand Didier m'a demandé de venir faire une conférence, j'ai dit, qu'est-ce que je peux parler? J'en ai aucune idée. Si vous avez une réponse, vous pouvez peut-être me le dire ce soir. Je suis qui je suis. Comme disait Angelina, oui, se rencontrer soi-même, c'est aussi à travers les autres. C'est à travers les autres que j'apprends, c'est à travers les autres que je peux servir. Euh, Au début, quand j'ai rencontré Vanessa, qui est la grande blonde qui est là-bas, je lui disais souvent pour te servir, elle me disait mais pourquoi tu me dis toujours pour te servir quoi? Et puis en fait, j'aime bien dire aux gens pour te servir quoi, parce que ça me sert à moi en réalité. Servir l'autre me sert moi. Il y a eu des jours où le simple fait, dans des moments de solitude, d'ouvrir la porte à quelqu'un, c'était la seule chose que je pouvais faire. Je me sentais plein de gratitude, en fait. Aujourd'hui, je me suis au moins levé juste pour ouvrir la porte à quelqu'un. Ou pour dire bonjour à une caissière. Il y a des jours, je parlais à personne. Parce que quand on est dans cette abstinence, au début, c'est très compliqué, les relations sociales. Mais si je sors, je vais avoir le risque d'aller, voilà, de succomber à la tentation. Genre le risque de rencontrer quelqu'un qui va peut-être m'offrir un joint, donc on sort pas, on va juste faire ses courses. Puis on n'ose pas affronter le monde, on n'ose pas aller vers les gens. Et de trouver des petites choses comme ça dans la vie, dans le quotidien. Je me disais aussi, à travers la peinture, l'art en général. Depuis quelques années aussi, je peins. Je ne vous ai pas amené de photos parce que je n'ai pas pensé à les amener, mais voilà. Ouais. Aujourd'hui, je m'amuse à faire des petits arbres avec des fils de fer aussi, des arbres de vie. Donc, c'est un monsieur qui est très important pour moi. Malheureusement, depuis 3 ans, j'ai plus été le voir avec tout ce qui s'est passé. Et puis aussi à la Vierge qui m'a toujours accompagné. Aujourd'hui, j'ai plus honte dans mon salon. J'ai un grand cadre de la Vierge. Et puis elle est là. Puis si ça plaît pas, c'est chez moi. C'est elle qui me conseille, c'est mon ami, comme je l'appelle au Mexique, il l'appelle Lupita. Euh, et c'est comme ça que je l'appelle aussi quand j'ai besoin d'aide, c'est-à-dire un peu tous les jours, je suis là. Elle est là. Qu'est-ce qui m'a donné la résilience de survivre à cette violence que j'ai vécue quand j'étais enfant? C'est la foi, j'ai envie de l'appeler, cette étincelle en nous qu'il faut jamais, jamais abandonner parce que elle nous abandonne jamais, déjà. Euh, Mon papa est décédé il y a 2 ans maintenant. Non, oui. Ça fera 2 ans en novembre, pardon, qu'il est décédé. Quelques jours après son anniversaire, il était du mois de novembre. Et j'ai eu la chance de pouvoir j'avais plus de nouvelles depuis pratiquement 10 ans. Il était retourné vivre en Italie, hein, foutre le même bordel qu'il avait foutu en Suisse. Et j'ai eu la chance de lui faire parvenir une vidéo d'au revoir à travers sa sœur euh, pour lui dire que je lui pardonnais. Que j'excusais pas ce qu'il avait fait, mais je lui pardonnais. Je suis arrivé à la conclusion que il y a tout qui est pardonnable dans la vie, mais ça veut pas dire que c'est excusable. Un adulte doit avoir ses responsabilités avec ses enfants. Il n'a pas le droit de les frapper, de les violer, etc. On n'a pas le droit de faire ça aux enfants, quoi. C'est inadmissible. J'en suis pas mort, mais on n'a pas le droit de faire ça.
et je lui ai pardonné. Je sais que quelques minutes après, il est parti avec le sourire. Et c'est ce que j'avais besoin, c'est qu'il parte avec le sourire. Quelque part, mon pire ennemi, ce qui m'a fait vivre les pires choses, aujourd'hui, je lui dis merci, parce que c'est grâce à lui que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Tout le côté intuition, résilience, c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, on m'a encore dit, ou on me l'a souvent répété dernièrement, que je faisais peur parce que j'avais une facilité à raconter des choses que j'avais vécues qui étaient juste hallucinantes et que les gens étaient choqués, que ça faisait quelque part peur. Et pour moi, il n'y a que comme ça qu'on peut aller de l'avant, c'est en partageant ces expériences de vie et se dire, ben on peut s'en sortir, quoi. On- comme, comme dit un artiste que j'aime beaucoup, un genou à terre, mais le sourire face à l'enfer. C'est une phrase qui me correspond assez bien. D'aller toujours de l'avant, de jamais abandonner quoi qu'il se passe. Et quand je me sens mal, c'est parce que j'oublie de me connecter, en fait, au divin qui est en chacun de nous, quoi. Quand on perd ce film, on a de la merde qui nous arrive dans la vie, quoi. Et quand on se reconnecte, on se dit, waouh, c'est génial, en fait. Tout va bien. Quand on, ça peut durer, ça peut être 30 ans, 40 ans après, peu importe. Peu importe, c'est de le faire. La résilience est un cadeau pour moi parce non seulement elle me permet d'aller de l'avant, non seulement me permet de construire, mais elle me permet aussi, j'aime pas utiliser le mot aider, mais d'être exemple auprès des autres de par mon exemple et puis parfois peut-être de donner un petit conseil ou une piste à explorer, puis se dire, c'est pas grave, tu vas te relever, quoi. On se relève toujours. Et comme on dit, ce qui tue pas rend plus fort. Et la force, ben, si on est là ce soir, c'est qu'on en a. C'est compliqué de vous regarder dans les yeux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça me remue, je crois que je commence à... C'est ouais, c'est très fort. Merci beaucoup. Merci. C'est tout à fait ça. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage. C'est courageux, je trouve, et c'est inspirant. En fait, nous avons tous des parcours de vie plus ou moins intenses, et moi, je les appelle les laminoirs, puisque, je sais pas, en spéléologie, quand il passe un laminoir, après, il y a une grande salle de l'autre côté, hein, mais passer dans le laminoir, au cours, quoi. Mais une fois qu'on a passé dans le laminoir, on n'est plus pareil. Ça, c'est sûr. Il y a un avant, il y a un après. Et cet après-là, trouver du sens à ce qui s'est passé pendant la mémoire, parce que c'est pas simple. Je sais de quoi je parle. Et trouver du sens devient inspirant pour les autres. Et à mon avis, pour pas tenir la parole trop longtemps, il y a que deux possibilités quand on passe dans un laminoir aussi dur, aussi compliqué que celui-là, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi compliqués, hein. Eh ben, il y a que deux possibilités au bout, ou bien on devient un mort-vivant, et un mort-vivant, on voit bien ce que ça peut être, ou bien on devient un super-vivant. Ouais. Toi, tu es un super-vivant. C'est beau. Merci. Merci. C'est très beau. C'est avant, Angelina et Didi, que les premiers temps sont très compliqués, en fait. De ressortir, il y a toujours la tentation, quoi. Faut vraiment être super ancré, en fait, pour pas craquer, quoi. Et c'est un travail de tous les jours, hein, pour moi encore, hein. Je serai alcoolique toute ma vie, même si ça fait 20 ans que je suis abstinent, je serai alcoolique toute ma vie. Et ça,
Il y a qu'un alcoolique qui peut le comprendre, quoi. Comme je serai un drogué toute ma vie, parce que c'est tellement facile de se procurer de la drogue, encore plus aujourd'hui, que la tentation, elle est là, quoi. Je veux dire, moi, je sais où aller à Vevey, je vais à la gare et puis je trouve tout ce que je veux, quoi. Et ouais. Et en plus, je sais où elle est la gare. Et en ayant été chef de gare, effectivement. Et, il y a l'année passée, au mois d'août, après 30 ans dans les transports publics, donc j'étais contrôleur, j'étais chef de gare, j'ai donné ma démission. Sans trouver de travail derrière, quoi. Malgré tout ce que veut la société dire non, ne démissionne pas tant que t'as pas trouvé un travail droit derrière. J'ai dit merde, j'ai envie de vivre, quoi. Et un des cadeaux, c'est ce que je suis en train de vivre ce soir, d'autres formations que je suis en train de faire, des gens que je suis en train de rencontrer, parce que j'ai décidé de refaire confiance en la vie. Et puis je pense que pour moi, j'ai le luxe de pouvoir me permettre ça. J'ai personne à charge, hein. Donc j'ai le luxe de pouvoir me laisser porter par la vie et puis de voir ce qu'elle m'apporte. Et je suis aussi fier de ce soir d'être accompagné par Vanessa, qui a été un cadeau pour moi de la vie aussi, quoi. Euh, une autre fierté, c'est Audrey qui est ici. Merci, merci d'être là. Merci. C'est elle qui me disait tu fais peur. Et puis, je la remercie de sa confiance aussi. Stéphane, de te retrouver ici. C'est merci. On a déjà eu quelques discussions au téléphone entre quatre yeux. Je te vois aussi super ému. C'est pour ça que je te regarde pas trop dans les yeux. Mais merci, merci d'être là. Ça me touche, quoi. Ça me touche d'avoir rencontré cet homme. Il a toujours le sourire comme ça, hein. C'est pas que sur la photo. Je rêve d'aller le revoir cette année au Mexique. Euh, je compte bien y aller pour lui dire au revoir parce que je sais que il a 87 ans maintenant. Donc voilà, les années se raccourcissent et je veux lui dire merci de m'avoir apporté ce qu'il m'a apporté de par son exemple. Il m'a pas obligé, personne m'a jamais dit arrête l'alcool, arrête la drogue. Non, on m'a juste montré par l'exemple, c'est tout. L'exemple, c'est tout. Puis de dire, ah, puis si moi j'essayais aussi, je veux pas être plus con que les autres, hein, je vais essayer. Je vais oser, qui était le thème de la conférence mercredi passé, et puis de le oser sans la spiritualité, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment construire son temple à l'intérieur pour pouvoir oser. C'est, l'ordre des conférences est bien choisi, Didier, hein. Vive le hasard. Une fois qu'on a passé, c'est là que tout d'un coup, on est étonné, les choses qui s'ouvrent. Comme si cette souffrance nous empêchait de voir. Donc, une fois qu'on a passé le cap, tout se présente.